téléspectateurs, désormais, suivez votre émission Albinos Family sur C'est Possible Télévision chaque jeudi à 15h30 et la rediffusion samedi à 22h. Cette émission a pour but de lutter contre la discrimination, la marginalisation, la stigmatisation et l'autodiscrimination. Le changement est la loi de la vie humaine, alors il ne faut pas en avoir peur. Merci de rester branchés, fidèles téléspectateurs de C'est Possible Télévision, pour suivre votre émission préférée Albinos Family, une émission qui vous instruit sur l'albinisme. Merci à tous ceux qui s'abonnent déjà à notre page Facebook Albinos Family officielle. Invitez aussi d'autres personnes à aimer, à liker notre page. Cela va nous faire vraiment énormément du bien. Alors, pour aujourd'hui, je ne suis pas seule sur ces plateaux. Je suis avec un monsieur. Moi, j'aime bien l'appeler grand monsieur. Vous allez le découvrir tout à l'heure. Avec lui, nous allons parler de son parcours, de la vie, de sa vie quotidienne, sa vie professionnelle. Et aussi, nous allons parler de sa structure que vous allez les découvrir dans les minutes qui suivent. Alors, nous accueillons déjà notre invité du jour en lui disant bienvenue, monsieur Yann Mambo. Merci de me recevoir, Rachel. Ça va? Ça va. En forme? Oui, tout marche. Tout marche bien? Ouais, par la grâce de Dieu, bien sûr. Ok, rien que la grâce. Sans la grâce, nous sommes nuls. Nous sommes nuls. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Là, vous venez de découvrir que nous sommes avec monsieur Yann Mambo, alias Ours Blanc. Yann Mambo, alias Ours Blanc. Alors, Yann Mambo, il est né dans une famille dont il est le fils unique. Il est le fils de papa Michel Kassongo et de maman Espérance. Yann Mambo est père de famille. Il a 3 enfants. Il a fait ses études au complexe scolaire Malula. Après cela, ses études universitaires en faculté de droit à l'université protestante du Congo. Après cela, il a eu à faire la formation sur la production et réalisation à l'Institut congolais de l'audiovisuel, RTNC. Et à présent, il est manager, producteur, réalisateur, monteur, photo, caméraman, Ours Blanc Yann Mambo. Ça se voit vraiment que tu as fait tes devoirs. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter par rapport à votre portrait? Non, je pense que ça le fait déjà. Je pense que c'est déjà bon. l'essentiel pour ceux qui nous regardent est de savoir ce que tu viens de leur dire. Voilà. Ok. Pourquoi Ours Blanc? Ben, Ours Blanc, c'est pas moi qui me suis donné ce nom. C'est un nom qui m'a été donné par un aîné, un grand frère, Werason, que je salue. C'était pendant une émission où il présentait les teasers de ses clips qui devaient sortir, dont j'ai travaillé aussi. C'était sur l'émission Caribou Variété avec Mamie Léla. Donc c'est de là que c'est parti, c'est devenu viral ce jour-là. Tout le monde en parlait sur les réseaux sociaux et c'est resté comme ça. Ok. Ouais. Vous vous sentez à l'aise quand on vous appelle Ours Blanc? Moi, je suis quelqu'un qui a travaillé sur l'autodérision pour devenir ce qu'il est. Moi, tu peux m'insulter, tu peux me traiter de caca. Moi, je peux me transformer ça en caca le plus fashion. Et ça devient une marque déposée. Donc moi, j'ai utilisé l'autodérision comme cheval de bataille pour me maintenir en équilibre. Ok. Pouvez-vous nous parler brièvement de votre parcours depuis l'enfance jusqu'à ces jours? Ouf, le parcours est tellement long. Oui. On va juste le résumer. Moi, j'ai toujours eu une grande passion pour le monde de la vidéo et de l'image particulièrement. J'ai quand même eu un parcours assez graduel.
C'est-à-dire, quand j'étais enfant, j'étais passionné par le dessin. Après, quand j'ai eu 10 ans, j'ai eu une petite passion pour la peinture. Toujours le dessin, mais dans le cadre de la peinture. Avant, je le faisais au crayon, mais après, je suis passé à la peinture. Après, pendant mon adolescence, je me suis mis à la sculpture. Ah bon? Je me suis mis à la sculpture. Et quand j'ai eu mes 15 ans, mon père m'a offert un appareil photo qu'on appelait des appareils photo argentiques. Voilà, donc j'ai commencé à faire déjà mes premiers clichés et c'est là que ma passion pour l'image est venue. Et tout le déclic est parti quand j'ai rencontré un aîné à moi qui s'appelle Steve Condé, il habite même les galeries présidentielles ici. C'est lui qui a été mon mentor, mon initiateur, qui m'a vraiment mis dans ce monde-là. Au début, j'ai vraiment appris comme un autodidacte. C'est après que, comme tu l'as dit, je suis passé aussi par l'Institut congolais de l'audiovisuel, mais j'ai pu avoir mon apprentissage sous d'autres cieux aussi. Voilà. Et après la passion, vu que mon père n'aimait pas ça, j'étais obligé de lui donner son diplôme en droit. Donc c'était du forcing pour faire le droit? Ouais, je n'étais pas vraiment dedans. Moi, je le dis clairement, je n'ai jamais été passionné de droit. Je l'ai fait pour m'acquitter de cette dette envers mon père, parce que lui, il a toujours voulu le meilleur pour moi. Et pour lui, se dire que je vais faire le droit, c'est une façon d'assurer mon avenir. Alors moi, je savais déjà que mon avenir n'était pas là, mais pour le mettre à l'aise, pour qu'il ne soit pas en opposition avec mes décisions d'avoir mon parcours dans ce métier, j'ai voulu lui donner ce qu'il voulait et j'ai demandé sa bénédiction pour prendre mon chemin. Il était toujours sceptique, mais c'est quand je me suis forcé seul, je me suis forgé, j'ai beaucoup travaillé et quand ça a donné ses fruits, c'est là qu'il a compris que j'étais vraiment fait pour ce travail. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire que je vis essentiellement et uniquement de ce travail. Voilà. Votre passage du côté juridique à la technique, est-ce que vous vous sentez à l'aise quand vous travaillez dans la technique? Est-ce que le problème, parce que nous connaissons tous que nous, les personnes vivant avec albinisme, nous avons un problème de la vision. Est-ce que la vision ne pose pas problème? Déjà, pour info, j'étais déjà dans le domaine de l'audiovisuel avant même d'avoir mon bac. Donc, c'est-à-dire que même quand j'ai commencé à étudier le droit, j'étais déjà en train de pratiquer ce métier. Okay. Donc, ce n'était pas un choix. Comme j'ai dit, le droit, pour moi, c'était une façon de m'acquitter d'une certaine dette envers mon père. Et voilà, pour répondre à votre question, c'est vrai que ça n'a pas été facile. Pour information, moi, déjà toute ma vie, pendant tout le parcours scolaire et académique que j'ai eu à voir, j'ai jamais pris des notes parce que je ne vais pas bien au tableau. Donc j'étais obligé d'assister aux cours et d'écouter les enseignements du professeur. Mais prendre des notes, je ne pouvais pas. Donc moi, j'ai étudié comme ça. Sans prendre des notes, je ne révisais pas non plus. Donc vous avez développé un peu plus votre mental du genre qu'à retenir tout dans la tête. Exactement. Donc voilà, mais ça ne m'a pas arrêté. J'ai fini mes études et déjà pour te dire, si à plus forte raison, je n'arrivais pas à voir au tableau, comment est-ce que je peux voir même la copie du voisin? Donc je ne trichais même pas. Moi, oui, sérieux, demandez à tous ceux qui ont étudié avec moi, j'ai jamais triché. Okay. Mais pour tricher, il faut bien voir, je ne voyais pas bien. Non, il n'y a pas moyen de jeter un coup d'œil. Donc quand tu ne sais pas, tu ne sais pas. Quand je ne sais pas, je ne sais pas. Mais ça ne m'a pas empêché d'être très souvent premier de la classe et de finir mon parcours académique avec une grande distinction. Donc voilà. Et se lancer dans le domaine de l'audiovisuel, vu que c'était une passion, j'étais prêt à prendre tous les risques. On m'a dit non, si tu t'exposes au soleil, j'ai pris toutes les dispositions. Et bizarrement, je vois mieux à la caméra que dans la vraie vie réelle. Quand je prends ma caméra, je vois même mieux que tous les caméramans qui sont ici. Ouais. Donc voilà, quand on veut, on peut. C'est ça l'essentiel. Je pense que quand on a vraiment une volonté de pouvoir faire quelque chose, on est instoppable, on est inarrêtable. Vraiment, notre société, c'est vraiment une société où on n'accepte pas vraiment les personnes atteintes d'albinisme avec facilité, malgré votre compétence, malgré votre savoir-faire. Et ma question est celle de savoir comment avez-vous fait pour surmonter quelques discriminations
autour de vous? Déjà, il faut savoir une chose, Madame Rachel. La discrimination, on ne la surmonte pas. On vit avec. C'est comme dire vivre dans un monde sans soleil. C'est impossible. Tant que des gens viendront au monde, il y aura toujours une classe de personnes qui ne sauront pas appréhender le fait de vivre en communion avec des êtres différents. Maintenant, est-ce que ces êtres différents, eux, n'ont pas droit à la vie? Ils ont droit à la vie. Alors, est-ce qu'ils doivent se baser seulement sur la minorité des personnes qui ne les acceptent pas? Je ne pense pas. C'est pour ça que moi, j'ai même initié le projet Fièrement Ndundu, dont on parlera tout à l'heure. Moi, je n'ai pas tenu compte de ça. Moi, je vous ai dit que moi, j'ai travaillé sur l'autodérision. À l'école, moi, quand je grandissais, j'étais le plus grand provocateur de ma promotion. J'étais le plus grand provocateur. Et moi-même, déjà, je m'appelais Ndundu. Moi, depuis que j'étais en primaire, on m'appelait Ndundu Bogar. Maintenant, toi, tu vas... Parce que la seule insulte à l'époque qu'on pouvait proférer, c'est dire « Allons Ndundu ». Maintenant, moi-même, j'étais Ndundu autoproclamé. Donc, c'est-à-dire que j'étais un grand provocateur et personne n'arrivait à rétorquer contre moi parce qu'ils ne savaient pas quoi me dire. Vous voyez? J'ai travaillé sur l'autodérision, l'acceptation. Vous savez, même notre pays aujourd'hui souffre de ce problème, la crise identitaire. La crise d'identité est un sérieux problème. La première chose pour savoir aller de l'avant, c'est de savoir qui on est, ce qu'on a, de quoi on est capable, connaître ses limites pour savoir les briser. D'accord. Mais dans tout ce que vous faites, est-ce qu'il vous arrive aussi que vous arrivez dans un milieu, malgré votre compétence, malgré votre savoir-faire, mais vous vous sentez un peu inférieur par rapport aux autres, dû à votre couleur de la peau? Me sentir inférieur? Non. Se sentir un peu complexé parce que je suis Ndundu, je suis entouré de personnes belles? Non, même pas. Même pas. Bien au contraire, c'est des gens qui ont toujours été complexés d'être avec moi. Oui. Parce que déjà, moi, je vous informe que dans tout mon parcours professionnel, j'ai toujours été directeur. Moi, je n'ai jamais été un simple agent quelque part. Je n'ai jamais été ça. Dans ma propre boîte, je suis directeur. Dans toutes les boîtes où j'ai travaillé, j'étais directeur. Vous voyez? Donc, du coup, il y a même des gens qui ont été complexés, surtout ceux qui ont la discrimination en eux, là. Ah, vraiment, comment nous doit rediriger Bissobo? Et tu vois, après, il y avait toujours des petits plans machiavéliques pour essayer de te diminuer. Mais moi, comme je te l'ai dit, je suis inarrêtable, je suis instoppable, je suis inébranlable. Il en faut plus d'un pour m'arrêter. La seule personne ou le seul être dans cet univers qui peut m'arrêter, c'est Dieu. Il n'y a personne. Personne. Je sais que c'est un secret, mais j'aimerais assez que vous puissiez le partager avec vous. Après avoir fait des formations, des études universitaires, des formations et tout, et où est-ce que vous étiez embauché pour la première fois? La première fois, comme je l'ai dit, j'ai... Travaillé chez quelqu'un, c'est-à-dire être... comme vous venez de dire que vous étiez directeur partout où vous passez. J'ai été avec mon mentor, parce que moi, Mediamage, j'ai commencé ma carrière à Mediamage, chez mon mentor Steve Condé. Mais là-bas, je ne considère pas ça vraiment comme un travail. Je considère Mediamage plus comme une école de formation. C'est un endroit où je suis passé pour connaître vraiment ce métier et être préparé à toute éventualité. Mais par le même canal, je me rappelle, c'était mon premier job, c'était en 2005, je crois. C'était combien votre premier salaire? En 2005, c'était à la chaîne CNTV. C'est mon mentor qui était à la base de la création de cette chaîne. Et j'étais le premier directeur de programme de cette chaîne. On vous payait combien en ces temps-là? Secret professionnel. Sinon, ça va créer ça va créer une mutinerie là-bas. Parce que je ne pense pas que celui qui est là est aussi mieux payé que je ne l'étais. Donc, je ne préfère pas dire le prix ici. Sinon, il y aura révolte et grève là. D'accord. Nous, dans notre communauté de Et personnes... pardon, pour rajouter quelque chose, oui. J'ai dit tantôt une chose, il faut savoir ce qu'on vaut dans la vie. C'est pour ça que moi, partout où je suis passé, j'ai toujours négocié des contrats particuliers et non des contrats standards. C'est pas parce que tel, ils sont payés à la chaîne, moi tu ne me gères pas comme ça, tu ne me juges pas comme ça. Moi, je suis ce que je suis, j'ai mon parcours, j'ai ma valeur, tu me traites selon ce que je vaux.
tu me mets sur une balance, tu vois mon poids et tu m'évalues comme tel. Dernièrement, il y a quelqu'un qui voulait que je travaille dans sa boîte, que je puisse diriger sa boîte, une nouvelle chaîne de télé. Il est venu, il m'a dit, toi tu veux combien? Je lui ai dit, non, je veux autant. Oh non, j'ai pas cet argent. Il dit, bon, écoute, je m'arrête là, à tel montant. Si je ne peux pas descendre en dessin. Il m'a dit, laisse-moi réfléchir, je viens demain. Je suis revenu le lendemain, il m'a dit, vraiment, je ne saurais pas arriver là où tu dis. D'ailleurs, j'ai même appelé une chaîne, non, jeté le nom, jeté le nom, leur Dipro, il est payé $150. Maintenant, toi, tu veux que je te donne autant, pourquoi? Mais j'ai dit, mais c'est leur politique et c'est la personne. Peut-être que lui, il vaut $150, mais moi, je ne vaux pas $150. Moi, je suis une valeur au vrai sens du terme et une valeur particulière. Tu me gères comme je suis. Et c'est même un conseil que je te donne, toi, Rachel, que je donne à toutes les personnes qui sont ici. Vous devez vous connaître vous-même, connaître vos limites, pas pour savoir vous arrêter, mais pour savoir les briser et aller au-delà. Voilà. Merci beaucoup pour ces bons conseils. Alors, parlons maintenant de votre structure Plus de couleurs. Pourquoi plus de couleurs? Plus de couleurs parce que ce qui tue justement notre communauté albinos, c'est de se croire être des personnes à part ou mises à part. Plus de couleurs, ça veut dire une couleur de plus dans le monde ne fait de mal à personne. Ça veut juste rajouter plus d'harmonie. C'est comme je le dis souvent dans notre jargon, le monde est une mosaïque, un tableau créé par Dieu, et toutes les couleurs qui y sont représentent la beauté que nous avons à ses yeux. Plus de couleurs pour un monde meilleur. Voilà. Pour qu'il y ait un monde, il faut qu'il y ait des personnes vivant avec albinisme, il faut qu'il y ait des personnes avec la peau ébène, des personnes blanches, des personnes à la peau jaune, à la peau rouge, etc. C'est ce qui fait du monde ce qu'il est. Imaginez si tout le monde entier avait la même race. Il n'y aurait pas la beauté de ce monde. On s'ennuierait même. Vous voyez? C'est comme ça que l'albinos doit se considérer et que les personnes non albinos doivent considérer les personnes vivant avec albinisme. Pas comme des êtres différents, pas comme des êtres mis à part, mais une valeur ajoutée à l'œuvre de Dieu pour pouvoir créer plus d'harmonie dans le monde. C'est pour ça que nous avons dit plus de couleurs. Voilà. C'est pour ça que vous remarquerez même que dans la structure, il y a des albinos et des non-albinos qui travaillent pour que cette harmonie soit reflétée déjà par nous-mêmes. D'accord, mais plus de couleurs, moi je m'en souviens. Ouais. Bien que tu nous as fouillé aussi. A commencé vers l'année 2015. Oui. Est-ce que c'était dans la même année que ça a été créé ou bien c'était créé avant et que les actions avaient commencé à... Plus de couleurs a été créé en 2014. Et nous avons pris le temps de nous préparer pour faire notre lancement au mois de juin 2015. Voilà. Après cela, il y a eu la Fière Mondundu. Oui. Après, il y avait eu Défilé, Oui. la première saison. Deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à cinquième saison. Ouais. Et après cela, nous avons constaté que sur terrain, plus de couleurs avaient disparu. Ouais. On n'entend plus parler. Qu'est-ce qui s'était passé? Il y a trois raisons. La première raison est que quand nous avions fait notre quatrième saison, il y a eu l'année électorale qui est arrivée. Les gens, le combat de plus de couleurs, c'est plus dans la sensibilisation. Et pour sensibiliser, il faut attirer l'attention des gens. Vous voyez? Alors l'attention de la population était plus focalisée sur les élections. Donc il fallait faire une pause, sinon c'est comme ramer à contre-courant. On avait fait une petite pause par rapport à ça. Nous avons passé l'étape des élections, il fallait attendre que les choses se stabilisent un tout petit peu. C'est quand nous nous sommes mis à préparer la 5e édition que nous avons été frappés par le fléau de la Covid-19 qui a paralysé le monde pendant presque une année et demie. Et je me rappelle même que nous avons fait la 5e édition pendant le confinement. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment des restrictions.
où on disait que plus de 10 personnes ne pouvaient pas se réunir en un seul endroit et qu'on évitait les manifestations publiques. Voilà pourquoi nous l'avions même fait dans un endroit fermé. Alors nous, notre souci, c'était que cette 5e édition puisse se faire vraiment à la place des évolués. Et puis voilà, mais malheureusement, on l'a fait au Shopping Premier Mall, dans la salle Cinékin, avec un espacement. Donc, ça veut dire que nous avions eu à peu près 80 personnes seulement pour pouvoir garantir la sécurité sanitaire. Alors, nous avons attendu, ça nous avait un peu découragé parce que bizarrement, c'est cette année-là que nous avons eu quand même assez de soutien. On s'est dit vraiment, mais c'était un gâchis d'avoir eu autant de soutien, mais pour une si petite manif, alors que c'était vraiment une occasion pour nous de frapper vraiment très fort. Nous avons préféré faire une pause, attendre vraiment que les choses se stabilisent, que tout devienne vraiment à la normale, que ce soit sur le plan sanitaire, sur le plan social, sur le plan politique. Et c'est en 2022, vers la fin, que nous nous sommes décidés avec tout le staff Plus de Couleurs de relancer les hostilités en juin 2023 et nous y voilà. Merci beaucoup. Troisième raison, oui. Plus de Couleurs est une ASBEL, pardon, un bien communautaire. J'ai toujours dit que Plus de Couleurs ne m'appartient pas. Plus de Couleurs appartient à la communauté albinos. Raison pour laquelle il n'y a jamais eu cette question-là que non, telle appartient à telle structure, telle... C'est-à-dire Rachel peut avoir sa propre structure et venir se réunir avec nous pour fêter ou pour sensibiliser. On n'est pas un clan fermé, on est un clan communautaire. Alors j'avais posé la question à tous les autres amis. Je dis, vu mes occupations aussi, vu tout ce que j'ai comme souci, est-ce que quelqu'un peut prendre la direction et mener au moins les actions pour une édition? Il n'y avait personne qui s'est prononcé. On a attendu pendant une année, pendant toute l'année 2022, personne ne s'est prononcé. C'est à la fin que voilà, notre coordonnateur actuel, M. Baron Djokaputa, c'est lui qui a accepté de prendre le défi et de relever le défi et de faire avancer les choses. Voilà, nous on est là, on accompagne. Merci beaucoup, courage au nouveau coordonnateur de Plus de Couleurs. Et pour cette année, on peut s'attendre à quoi? Parce que la 5e édition était autour de ce thème « Vivre ensemble ». Et pour la 6e édition, on peut s'attendre à quoi? Pour cette 6e édition, c'est... Baron, c'est quoi le thème? Voilà, le thème, c'est « Tel que tu es ». Voilà, c'est ça la thématique. C'est-à-dire... Pourquoi tel que tu es? Mais Rachel, regarde comme tu es. Tu es belle. Tu es canon, tu es bien habillée. Tu as du talent, tu présentes bien la télé. Pourquoi tu devrais te sentir inférieure? Pourquoi tu devrais attendre le cutus de quelqu'un pour être heureuse? Vis ta vie telle que t'es. Voilà. Plus de Couleurs, il y a d'autres leaders albinos qui disent que vous êtes un peu fermé, vous n'aimez pas vous associer avec d'autres personnes. Leur réflexion est-elle vraie ou... Il faut déjà me dire le nom de cette personne qui m'a sollicité une fois et que j'ai refusé de m'associer à elle. Je pense que toutes les fois où j'ai été convié aux activités, je dis bien être convié, j'ai toujours répondu présent. Je pense que la seule personne qui m'est vraiment convié de manière officielle à pouvoir venir à ces manifestations, c'est mon aîné, le feu Mwimba Texas, mon vieux Alphonse, que j'aimais de tout cœur. C'est le seul qui prenait son téléphone. Allô, petit, Ozawapi. Petit, faut que tu aies une invitation, hein? Manifestation Zanazo. Petit, faut ça. Il était comme ça. Lui, il menait tout en mode catcheur. Donc voilà. C'est le seul qui m'a invité. À part les activités liées à la présidence, c'est le seul leader d'une structure qui m'est invité. Il y a aussi Jules Levôtre qui m'a invité. Je suis déjà allé à son activité. Il y a la fondation Pauline Albinos qui m'a invité une fois. Je suis venu. Il y a la structure l'ASBEL King Keleja
qui m'a non seulement invité, mais qui m'a demandé d'accompagner leur activité. Moi et toute l'équipe, Baron Joe Kaputa et tout plus de couleurs, Fièrement Ndundu, nous avons accompagné. C'est-à-dire, on est très ouvert, mais on est quand même, comme je vous l'ai dit, nous sommes des responsables. Il faudrait nous convier. Il ne faudrait pas qu'on entende comme des bruits de couloir, qu'il y a une manifestation, non, appelle-moi comme un responsable. Non, bonjour, bonsoir mon frère, on a une manifestation tel jour, telle date, est-ce que tu nous feras le plaisir d'être des nôtres? Si je trouve mon temps, je viens. Ou si c'est quand même assez loin, j'ai le temps de m'organiser, de venir. À moins que je ne me trompe, les personnes que j'ai citées là, à part les personnes que j'ai citées, il n'y a personne qui l'a fait. Si vous avez le nom d'une personne qui l'a fait et que j'ai refusé, vous me citez son nom. Qu'est-ce qui fait votre particularité avec d'autres associations? Parce qu'il y a plusieurs associations qui militent pour la cause de personnes atteintes d'albinisme. Mais quand tu as plus de couleurs, qu'est-ce qui fait la particularité déjà, ce qui fait la particularité, plus de couleurs à travailler sur la personne. Plus de couleurs travaille sur la personne. Quand je parle de la personne, je parle du moi intérieur. Vous voyez? La preuve, aujourd'hui, Rachel, à moins que je ne me trompe, depuis que nous avons lancé le premier Fièrement Ndundu, tous les Ndundu à travers cette capitale et partout en RDC sont fiers de marcher la tête droite en regardant droit devant. Toi, tu sais à l'époque que les Ndundu marchaient la tête baissée. Quel Ndundu, toi, tu connais avant 2015 qui a accepté d'être appelé Ndundu? Il n'y en a pas. Je pense que l'histoire doit s'écrire. On a fait ce travail. Il y a ceux qui ont existé pendant une vingtaine d'années. Il y a ceux qui ont existé pendant 10 ans. Il y a ceux qui ont existé pendant plus d'une année avant nous qui n'ont pas fait ça. On ne dit pas que leur travail est minime. Chaque personne doit apporter une pierre à l'édifice. Nous avons vu qu'il y a des structures qui sont spécialisées pour donner des lotions, d'autres qui sont spécialisées pour prendre les gens en charge de manière médicale. Voilà. Nous aussi, on est venus travailler sur la personne. La remise en confiance, ça c'était la première étape. La deuxième étape, c'est l'équilibre social. Après l'avoir remis en confiance, il faut créer ce brassage-là pour qu'il se sente à l'aise dans la société et que la société se sente à l'aise avec lui. Nous avons travaillé sur ça. La preuve, aujourd'hui, tu remarques qu'il y a de plus en plus de mariages entre des personnes vivant avec albinisme et des non-albinos. Et là, nous avons attaqué une étape où il faut maintenant créer l'autonomie et sortir les élites. C'est pour ça que tu remarqueras que pour cette 6e édition, nous avons lancé un programme avec la FEC où beaucoup de femmes qu'on a répertoriées, qui ont une caboche, qui savent réfléchir, qui savent se prendre en charge, vont suivre un programme de formation et présenter un programme d'entrepreneuriat. Et celles qui, je ne dis pas qu'on va en choisir qu'une, c'est-à-dire quand tu arrives, tu présentes ton programme. Si le programme est vraiment fiable, on sent que le business plan est bon, on te finance. C'est une façon pour nous de pouvoir promouvoir l'être. Ça ne fait que compléter ce que d'autres font déjà. Merci beaucoup, M. Yann Mambo. Je sens que vous avez beaucoup à dire, mais le temps nous fait défaut. Pas de problème. Nous sommes déjà presque à la fin de notre émission, mais avant que nous puissions finir pour aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez nous donner les canevas de la 6e édition. Le canevas de la 6e édition, avec la thématique telle que tu es, nous allons le dévoiler le 26 mai. Le 26 mai, nous allons faire une conférence de presse ici à Kinshasa, dans la salle Pigeon Vert, qui se trouve là où... c'est l'ex-métro-bar, au fait. L'ex-métro-bar à Bandal. Nous allons passer une conférence de presse où nous allons présenter tout en détail. Mais ce que les gens doivent retenir là maintenant, c'est que le 12 et le 13 juin, Fièrement Ndundu revient en force et il y a beaucoup de surprises qui arrivent. Et la plus grande particularité est que nous allons honorer les nôtres. Ceux qui ont vécu et ceux qui vivent encore. Nous allons honorer les nôtres. Merci beaucoup, M. Yann Mambo. J'aimerais que vous puissiez nous répondre, que votre réponse soit un peu courte, parce que nous sommes déjà à la fin. Avez-vous aussi des ambitions politiques? Non. Parce que je vois déjà que vous êtes en train de laisser des bâtons de commandement. Non, je pense que
Avoir des ambitions politiques, je ne peux pas dire que j'en ai, mais on dit toujours que si vous ne vous mêlez pas de la politique s'occupera de vous. Je n'ai pas d'ambition politique. Si un jour, parce qu'on me dit dans la vie, il ne faut jamais dire jamais, si un jour je dois le faire, c'est que c'est ma communauté qui me réclame. Mais je n'ai pas ces ambitions-là. Je n'ai pas créé Fiamondondo ou plus de couleurs pour ça. Ok. Voilà. Alors, un mot de la fin pour aujourd'hui, une motivation à tous ceux qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. À tous ceux qui nous ont suivis, je vous dirai ceci. Vous savez, la vie brise toutes sortes de personnes. Les albinos, les non-albinos, les plus beaux, les plus moches, les plus riches, les plus pauvres. Et ceux que la vie ne brise pas, il les tue. Alors des fois, quand vous souffrez, estimez-vous juste d'avoir été brisé, essayez de ramasser les morceaux, et recoller et reconstruisez une meilleure version de vous et avancez. Ne laissez pas votre apparence ou le dire des gens forger votre destinée. La vie n'est pas une fatalité. Chaque homme, chaque être humain est l'architecte de son propre destin, car tout le monde est éligible au bonheur. Merci. Ah, chaque homme est architecte de sa vie. Hein. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour votre abnégation à cette émission Albinos Family. Nous sommes arrivés à la fin pour ce numéro. Je sais que M. Yann Mambo, c'est la première fois, mais ce n'est pas la dernière fois. Oh. Je sais que nous aurons toujours le temps. Vous aurez toujours le temps de repasser pour partager votre savoir avec tous nos téléspectateurs. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup à l'équipe technique. Merci à notre coordonnateur de C'est possible télévision, M. Samuelson Maikilane Congo. Merci à tous mes consoeurs et confrères qui m'ont assisté à ces tournages. Et quant à moi, je vous dis bye. On se retrouve très prochainement. Chers téléspectateurs, désormais, suivez votre émission Albinos Family sur C'est possible télévision chaque jeudi à 15h30 et la rediffusion samedi à 22h. Cette émission a pour but de lutter contre la discrimination, la marginalisation, la stigmatisation et l'autodiscrimination.